Madame Marjorie Villefranche, vous êtes directrice générale de la Maison d'Haïti à Montréal. La Maison d'Haïti à Montréal, ça existe depuis longtemps. Depuis 1972, ce qui veut dire que l'année prochaine, on aura 50 ans. Et donc à 50 ans, on n'est pas jeune, mais on n'est pas vieux. Ça va. La retraite s'en vient. La retraite s'en vient, mais en même temps, on est encore en forme. Et vous êtes entré à la Maison d'Haïti à quel moment? Moi, je suis entrée à la Maison d'Haïti presque au début de la Maison d'Haïti, donc en 1973, donc un an après sa création. Et à ce moment-là, j'étais une jeune adolescente qui cherchait un peu son identité, un peu à quoi se raccrocher. Voilà. Voilà. Et vous l'avez bien trouvé? Je l'ai tellement trouvé que je ne l'ai plus lâché. Donc même si je suis allée, j'ai fait des allers-retours, je suis retournée vivre en Haïti un petit peu quelques années, mais je suis toujours revenue vers la Maison d'Haïti. Et en fait, je travaille à la Maison d'Haïti depuis 1983. Parmi les activités qui sont mises sur pied par la Maison d'Haïti, il y en a qui s'adressent à tout le monde. Il y a l'accueil, l'éducation, l'intégration, les arts, les femmes, la famille, la jeunesse. Oui. On a six coordinations en fait pour pouvoir donner les services, tous les services possibles et imaginables. Et on aime voir la Maison d'Haïti comme un village. Et quelqu'un est dans le village, donc il peut aller dans plusieurs coordinations pour trouver des services de plusieurs choses. Si on vient par exemple à la Maison d'Haïti pour remplir des documents d'immigration, ben, c'est clair qu'on va vous demander si vous avez des enfants. Si vous avez des enfants, est-ce que vous voulez les inscrire par exemple à l'aide aux devoirs? Est-ce que vous voulez les inscrire à d'autres activités? Si vous êtes une femme, on va vous dire est-ce que vous voulez participer à d'autres activités? Donc on ne va jamais juste vous donner un service, mais voir aussi globalement à quoi on peut vous raccrocher pour que vous soyez un citoyen avec toutes sortes de services. Voilà. Et toutes les personnes auxquelles vous venez en aide, elles viennent toutes d'Haïti? Non, pas du tout. C'est-à-dire que depuis 1983 qu'on est installé dans le quartier Saint-Michel, le quartier Saint-Michel est un quartier d'immigrants en fait. Et donc il y a à peu près, je dirais, il y a peut-être 55% de la population qu'on dessert qui n'est pas nécessairement d'origine haïtienne. Donc, bien sûr, on reste un organisme à vocation et avec une particularité pour la communauté haïtienne et une connaissance de la communauté haïtienne, mais on dessert vraiment les immigrants du quartier. Et donc, ce sont des personnes qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Amérique centrale, qui viennent de certains pays d'Afrique francophone et même anglophone. Et depuis aussi des personnes qui viennent d'Asie du Sud-Est. Donc, voilà, on est là pour servir tout le monde. Et parmi les événements que vous avez vécus à la Maison d'Haïti, quels sont ceux qui vous sont restés dans la mémoire? Ils sont restés dans la mémoire, des événements heureux ou malheureux. Je dirais peut-être le premier événement qui nous a choqués et fait de la peine, c'était dans les années 90, à l'époque du sida, parce qu'on n'appelait pas ça le VIH à l'époque, on appelait ça le sida. Et on avait vraiment stigmatisé la communauté haïtienne en disant que c'était une communauté qui était particulièrement porteuse de cette maladie. Et jusqu'à ce qu'on comprenne c'était quoi ce virus. Maintenant qu'on l'a compris, on ne dit plus ça. Mais vous imaginez que pendant presque une décennie, on nous a donné à porter Comme on dit aujourd'hui que les pandémies, c'est chinois. Exactement. Et nous, on a porté ça donc, pendant un certain nombre d'années. Donc ça, je pense que c'est une chose qui nous a fait de la peine. Je dirais que l'autre événement important, c'était le tremblement de terre. C'est qui a été un événement dramatique, mais en même temps, c'est un événement qui a permis d'assister à tellement de solidarité de la part des Québécois, enfin du Québec, du Québec, que c'était quelque chose en même temps de très chaleureux parce qu'on a vu tellement de manifestations de solidarité que c'était incroyable. Là, vous ne parlez pas de celui du mois d'août 2021. Le premier tremblement de terre qui a fait 300 000 morts, qui est énorme, c'est gigantesque. Donc oui, je parle de celui-là. Et puis après, bien sûr, il y a des événements qui ont fait plaisir, comme quand il y a un membre de la communauté qui réussit bien, comme quand Bruni Surin a gagné la médaille d'or, c'est clair qu'on était content. Quand Madame Jean a été nommée gouverneur général, bien sûr c'est un plaisir. Et quand Monsieur
Dany Laferrière a été à l'Académie, c'est des choses qui font plaisir. Donc je pense que, et c'est des moments de fierté aussi pour la communauté. Et de la même manière que quand Madame Boni, le docteur Boni a fait cette découverte scientifique et travaille avec les enfants. Donc je veux dire, c'est beaucoup de choses qui font plaisir, je dirais, et qui rendent fière la communauté. Et vous ne me parlez pas de quand Mme Villefranche a reçu un prix pour la lutte contre le racisme. Bon, écoutez, voilà, donc oui, bien sûr, ça m'a fait plaisir à moi, mais bon, ça ce sont des choses, je dis toujours en riant que quand on reconnaît ce que j'ai fait, j'ai dit c'est bizarre de se faire donner des prix pour vivre sa vie, parce que j'ai vécu ma vie, vous savez, j'ai vécu ma vie selon mes convictions, j'ai pas eu l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire, mais j'ai vécu selon mes convictions. Et pour moi, le travail, j'ai eu une mentor qui s'appelle Adeline Chancy, et elle m'a inculqué le fait que d'outiller les gens pour qu'ils deviennent des citoyens, qu'ils soient capables de prendre leurs décisions, qu'ils comprennent ce qui leur arrive et prennent des décisions de citoyens et qu'ils deviennent des citoyens, c'était ça notre travail. Et je pense qu'une fois que j'ai compris ça, j'ai continué à faire mon travail normalement. Madame Chanty qui demeure toujours à Montréal. Non, Madame Chanty vit en Haïti actuellement. Elle était retournée en Haïti après le départ de Jean-Claude Duvalier. Elle est retournée vivre en Haïti. Elle a même été secrétaire d'État à l'alphabétisation et après ministre de la Condition féminine en Haïti. À Montréal, il y a déjà eu une période de tension dans l'industrie du taxi. Oui. Parce que la majorité des chauffeurs étaient haïtiens. C'était pas la majorité, mais il commençait à y en avoir beaucoup. Voilà. Oui. Et avez-vous joué un rôle dans on a joué un rôle dans le sens qu'on a fait de la médiation et on a accompagné aussi les chauffeurs de taxi haïtiens dans cette lutte-là. Parce qu'en fait, à l'époque, les Haïtiens, c'était ce qu'on appelle la deuxième vague où les Haïtiens arrivaient ici. Et donc, c'était facile d'acheter un permis de taxi, c'était facile de faire taxi, et on pouvait gagner sa vie comme ça. Bien sûr, ça n'a pas plu aux anciens chauffeurs de taxi, aux chauffeurs de taxi qui étaient là depuis plus longtemps. Et donc, il y a eu effectivement des manifestations de racisme, des bagarres aussi aux arrêts de taxi. Et vraiment des semblants de grève aussi à l'aéroport de... Un antagonisme aussi où ça allait très mal. Et finalement, je pense que de la manière, on a travaillé beaucoup et avec les chauffeurs et avec le gouvernement. Et finalement, il y a eu comme une espèce d'analyse de ce qui se passait dans l'industrie du taxi. Et la solution finalement, je veux dire, on s'est rendu compte qu'en fait, le fait d'avoir accès à des permis aussi facilement, le problème était qu'il y avait trop de taxis à Montréal. Et donc, ce que le gouvernement avait fait à ce moment-là, c'était de racheter les permis et de calculer la quantité de taxis qu'il fallait pour que ça soit une industrie qui rapporte un peu d'argent, parce que les gens étaient en train de courir après des dollars, quoi, littéralement. Et donc, c'est ça qui a un peu normalisé l'industrie du taxi. Et finalement, cette solution-là a été une solution qui a été bonne pour tout le monde, dans le sens que c'est à ce moment-là qu'un permis de taxi a commencé à prendre de la valeur, et un permis de taxi valait 30, 40, 50, 60 000 dollars. Ça a comme enrichi tout le monde. Et je disais, voilà un problème que les gens ont interprété comme étant, où les gens ont vu ça comme du racisme, et finalement, cette crise-là a donné une solution pour tout le monde. Quand il y a eu une solution dans l'industrie du taxi, ça a été pour tout le monde, pas seulement pour les Haïtiens, mais pour tous les chauffeurs. Ceux qui étaient dans l'industrie. Dans l'industrie. Et donc, ça a enrichi un peu les gens qui étaient dans l'industrie. La maison d'Haïti a déjà été au 798 rue Champagneur. Non, c'était pas là. Non, en fait, on appelait ça, entre guillemets, la maison d'Haïti, entre guillemets. Okay. Parce que 790 Champagneur, c'était justement la maison de Madame Chancy, d'Adeline Chancy. Et donc, c'était un petit peu l'endroit où tout le monde se retrouvait avant que la maison d'Haïti n'existe, en fait. Est-ce que les gens comme Dany Laferrière, qui est connu de tout le monde, s'intéresse à la maison d'Haïti? Oui, Dany Laferrière s'intéresse à la maison d'Haïti. Il a même été notre parrain quand on a voulu reconstruire, on a construit cette nouvelle maison d'Haïti. Il était notre parrain.
à ce moment-là, dans ce grand projet qu'on a fini par réaliser. Oui, Daniela Ferrière a toujours été un ami de la Maison d'Haïti, oui. Une maison que vous habitez maintenant depuis 4 ans? Non, en fait, la construction, nous l'avons terminée en 2016. Donc, en juillet 2016, on a pris possession de la nouvelle Maison d'Haïti.